Salut à toi et bienvenue sur le podcast d'Axe Open. Ici, tu peux écouter tous les mois une bande de développeurs pros qui parlent sans aucun filtre de leur quotidien dans le monde de la tech. Allez, c'est parti. When I decided to hack you, whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me the one in control. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Axe Open. Bon, il fait beau, il fait chaud, c'est l'été. Enfin. Ça sent bon le sable chaud. Et le développeur. Et le développeur. Qui transpire. C'est ce que j'ai dit en arrivant dans l'open space ce matin. Ça se sent. Ça se sent. Et en vrai, l'été, pour la team autour de cette table, et peut-être pour vous aussi qui nous écoutez, alors c'est l'occasion bien sûr d'aller boire des verres en terrasse, en agréable compagnie avec ses collègues comme Tutur, mais pas que. C'est aussi l'occasion pour nous de relever un peu la tête du guidon, de prendre un peu de hauteur en fait par rapport à notre quotidien. Et l'idée, c'est qu'on prend un petit peu de temps aussi pour dresser des premiers bilans de ce qu'on a fait sur le premier semestre, les années passées, et de penser aussi stratégie pour l'avenir de l'architecture de son SI. Donc, ce qu'on a fait autour de la table, c'est qu'on a mêlé un petit peu les différentes expériences qu'on a pu avoir chez nos clients, et on vous a dégagé 10 commandements pour optimiser l'architecture de votre SI. Si c'est pas putaclic, ça. J'ai tout donné là-dessus. Alors, pour vous les partager, vous l'aurez reconnu, j'ai avec moi aujourd'hui Philippe, Salut. Java Manegri, Arthur, le JavaScript Lover. Bonjour. Et Greg, notre grand sage. Salut. Avant de commencer sur les 10 commandements, pour poser juste un poil de contexte, Philippe, je vais te demander de, comme d'hab, poser les bases. On va poser les bases. Simple. Classique. Si tu peux juste décrire en quelques mots, c'est quoi l'architecture du SI et c'est quoi les enjeux qu'il y a derrière. Vaste sujet. Le lendemain du bac de philo, c'est dur, quoi. Non, qu'est-ce qu'on appelle l'architecture des systèmes d'information ? Globalement, alors Grégory, il sera à côté de moi, on peut toujours débattre des termes, mais c'est globalement comment tu organises ton système d'information. Comment tu fais en sorte que les briques communiquent entre elles ? Qu'est-ce qui va être une brique ? Qu'est-ce qui va être plutôt un logiciel ? Qu'est-ce qui va être un développement applicatif ? Qu'est-ce qui va être toutes ces petites choses-là, où tu choisis un peu tout ça et tu essaies de faire en sorte que cette espèce de magma communique entre eux et fonctionne bien. En gros, c'est ça le job de faire de l'architecture d'un système d'information. C'est très important et on ne se rend pas forcément compte quand on est développeur parce qu'on est enfermé dans son application. Mais en gros, un système d'information, c'est comme une ville. Hein. C'est pour ça que tous les analogies, architecture, urbanisation et compagnie existent. Parce qu'en fait, il faut essayer d'organiser ça pour que ça fonctionne avec le coût minimum ou les fonctionnalités maximum en fonction de ce qu'on a envie de faire. Ouais, t'as tout juste. C'est vrai ? Ouais, mais c'est bien, j'aurais pas fait mieux. Et puis, non, il y a un autre enjeu, c'est aussi de penser au passé, au présent, au futur. C'est-à-dire qu'on part d'un SI, on sait ce qu'on a, faut qu'on le fasse évoluer au jour J pour ajouter des briques, des logiciels, des fonctionnalités, etc. Et il faut qu'on pense qu'il va falloir le maintenir encore 5, 10 ans, etc. et le faire évoluer, qu'il soit capable d'évoluer. Ça, c'est une part importante aussi. C'est pour ça que l'analogie du bâtiment est bonne. C'est-à-dire, dans une ville, vous avez le vieux bâtiment de 1860. Ravalement de façade. Et il faut le maintenir, quoi. Et en même temps, à côté de ça, vous avez la tour en inox magnifique, quoi. Donc, il y a un peu tout ça et il faut faire en sorte que ça fonctionne et c'est pas si évident que ça. Et justement, est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui d'être un DSI, concrètement, au sein d'une boîte et d'avoir ces enjeux-là à traiter que ça ne l'était il y a 10-15 ans ou c'est pareil, finalement, avec d'autres... Là, on sera dans le ressenti. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué maintenant. Parce qu'historiquement, en fait, ils avaient 3-4 logiciels, des gros logiciels qui faisaient à peu près tout, des gros verticaux où il y avait tout dedans. Aujourd'hui, on a une approche où il y a de plus en plus de logiciels. Cette année, par exemple, c'est la mode, depuis quelques années, du SIRH, c'est un truc qui n'existait pas avant. Donc, c'est une nouvelle brique qu'il faut rajouter à son système d'information. Et en fait, vous avez de plus en plus de briques et de plus en plus de problèmes avec toutes ces briques à faire fonctionner entre elles, quoi. Donc, moi, mon avis personnel, c'est que je pense que c'est beaucoup plus dur aujourd'hui d'y voir clair qu'il y a 10, 15 ans ou 20 ans en arrière. C'est surtout par la surface, en fait, comme le dit Philippe, c'est qu'on a rajouté plein de choses dans un SI. Après, les enjeux pour le DSI, ce sont toujours les mêmes. C'est-à-dire, c'est toujours se dire, il faut que j'ai un truc qui fonctionne, qui soit performant, que les utilisateurs soient contents. Il n'y a pas de changement sur la stratégie de la DSI. Le seul truc, c'est que les technos sont plus complexes, les interlocuteurs sont plus nombreux, et la surface du SI au global est beaucoup plus nombreuse. On le voit sur les tailles des DSI. Plus ça va, plus les DSI s'agrandissent en fait, et avec des nouveaux rôles dans les DSI qu'on n'avait pas avant. Ce qui fait que ça complexifie effectivement pas mal les choses. Ça complexifie et ça coûte plus cher.
Bon courage aux DSI qui nous écoutent. On va essayer de vous aider, du coup, avec les petits commandements que vous m'avez écrits. Alors, je ne sais pas qui a écrit celui-là, mais on va commencer par parler un petit peu de données. Premier commandement, les données doivent être à un seul et même endroit. Philippe, tu veux peut-être prendre ce point ? Allez, je vais le prendre. Pour moi, c'est presque le plus important, celui-là. Il n'y a pas pire que des données qui sont à plusieurs endroits redondées à droite à gauche dans les systèmes d'information, parce que vous n'avez pas de point de vérité et c'est un cauchemar à maintenir dans le long terme. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là dans ce commandement, et qui paraît de bon sens, mais qui ne l'est pas dans les systèmes d'information aujourd'hui, c'est de dire vos entités importantes, les clients, les factures, les produits, les commandes, n'importe quoi, elles ne doivent être gérées que dans un seul outil à chaque fois. Ça ne veut pas dire qu'il faut les mettre tous dans le même outil, ça veut dire que les clients doivent être gérés de manière atomique dans un seul outil, et les autres applications du système d'information peuvent les utiliser, peuvent les améliorer, peuvent les modifier, tout ça, mais elles sont qu'à un seul endroit. En gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule base de données qui doit être le point de vérité des clients, et s'il y a redondance, elles sont redondées dans d'autres systèmes à des fins de performance et non pas à des fins de gestion. Oui, parce que comment tu fais finalement, si on prend un cas un peu concret tu as du client. Par exemple, tu as une demande sur un site web, ça arrive dans un CRM, etc. Ensuite, peut-être qu'à un moment donné, ton prospect se transforme en client, etc. Comment on gère un peu tout ça ? Enfin, effectivement, après, tu te retrouves avec de la donnée quand même un petit peu partout. Est-ce que tu fais systématiquement des ponts Alors, là, typiquement, le cas du client, c'est le cas évident. C'est-à-dire, au début, vous avez un prospect, après, vous avez un client, après, vous avez un ancien client, après, vous avez un client que vous avez facturé et compagnie. Et généralement, aujourd'hui, le client, il est souvent dupliqué dans ces différents logiciels en fonction des phases. Moi, ce que j'aime dire, c'est de dire le client, il faut que la vision, elle soit unique de qu'est-ce qu'un client. Donc après, vous pouvez choisir si votre client, vous commencez à dire que c'est un client quand il est prospect ou pas. Ça, c'est discutable. Moi, mon approche, c'est de dire quand c'est un prospect, autant le laisser dans votre CRM ou équivalent, et de dire tant que c'est pas un client, c'est un peu du garbage, entre guillemets, donc on va pas le faire. On va pas le faire rentrer dans le système d'information. Par contre, du moment où ça devient un client, il faut qu'il soit géré de manière unique à un seul endroit. Donc généralement, soit dans le RP, soit vous faites un logiciel qui permet de gérer des clients là-dessus. Mais vous ne faites pas un truc, on voit souvent chez les clients, où la notion de client, elle n'est pas partagée entre le RP, l'outil comptable, le CRM et compagnie, et vous avez 3 notions de client et vous êtes incapable de les réconcilier. Donc ça, c'est pas bien. Par contre, du coup, de dire à chacun des étapes du process où est-ce qu'est mon client et quelle est la référence de ce client, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Il y a eu une hype là-dessus sur ce qu'on appelle les MDM, pour Master Data Management. Bouh Bah non, pas bouh. Je trouve qu'elle est passée assez vite par rapport au Big Data. Pourtant, c'était à peu près la même époque. En fait, pourtant, ça a une utilité. C'est-à-dire que se dire, mes clients sont à un endroit, mes produits sont à un même endroit, mes fournisseurs sont à un même endroit. Toutes les entités générales qu'un SI peut utiliser, selon son domaine, sont vraiment, alors ça peut être siloté, mais c'est vraiment à un endroit particulier et la source de vérité, c'est cet endroit-là. Ce qui fait que toutes les autres applications autour, elles vont se baser sur cet endroit-là. Et on sait que s'il faut avoir la vérité, s'il faut avoir la donnée à jour, c'est là qu'on va la chercher. Si on veut modifier la donnée, c'est là-bas qu'on va la modifier. Mais aucune autre application est source de vérité par rapport à ça. Et pour le coup, ce MDM, non, je dirais pas bout parce que l'approche est vraiment très bonne. Non, c'est les outils que je dis bout. Voilà, c'est les noms qu'on met dessus. Ouais. C'est vrai que c'est se dire MDM, c'est un gros mot, surtout qu'ils ont fait des déclinaisons. On a du XDM. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir son entité à un seul endroit, c'est ta source de vérité. Et comme ça, on n'a même pas à se poser la question de oulala, où est-ce que je vais aller chercher cette info du client ? Ah, mais celle-ci, elle est dans mon CRM, mais il y en a un autre bout dans le RP, et puis il y en a un autre bout dans mon logiciel de vente, etc. C'est impossible de s'en sortir. Hyper galère. Donc, simplifier et une seule source de données. C'est ça. Commandement numéro 2, Greg. À tes moyens, tu t'adapteras. Ouais, il faut pas voir trop grand. D'un côté, c'est un biais souvent qu'on a, et surtout actuellement où les technos se complexifient, les architectures se complexifient. On veut essayer de faire des choses, notamment, on va parler d'IA en ce moment. Tous les DSI viennent nous voir et nous disent « Mais est-ce qu'on pourra intégrer de l'IA ? Est-ce qu'on pourra faire de l'IA ? Est-ce que ce sera facile ? Parce qu'on a des idées pour faire de l'IA. » Alors, si on a des idées pour faire de l'IA, je veux bien qu'on fasse de l'IA, je veux bien qu'on y réfléchisse. Par contre, si c'est utiliser quelque chose pour l'utiliser et le dire « je l'ai dans mon SI », ça n'a aucun intérêt. Et à part complexifier, rajouter une brique qui, dans 1 an, voire 6 mois, servira à rien, et encore, c'est si elle est mise en prod, c'est quand même quelque chose qu'il faut bien réfléchir, il faut bien se poser avant de se lancer. Et je rajouterai un truc, c'est qu'aujourd'hui, l'informatique, comme il est largement diffusé, on a tendance à vouloir appliquer les mêmes architectures informatiques
qui s'appliquent à des grands groupes, mais on veut les appliquer à des PME. Donc, par exemple, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, les patterns d'architecture qu'on utilise et que les gens recommandent aux clients des PME industrielles de base, c'est des architectures qui sont souvent issues de startups très en avance technologiquement, qui ont des très gros moyens financiers, une large couverture fonctionnelle. Et du coup, ils ont capacité à enchaîner des architectures très compliquées, des architectures serverless, avec 44 couches de technologie pour répondre à une scalabilité générale infinie. Mais en fait, dans la majorité des cas, pour la PME industrielle ou le TI, ça sert à rien en fait, parce que c'est des architectures qui répondent à un besoin qui n'est pas celui de l'entreprise. Donc l'idée, c'est de se dire, ne rajoutez pas des couches de technologie et des frameworks et des architectures que vous n'êtes pas capable de maîtriser en interne, parce que encore une fois, à chaque fois qu'il y a une technologie, il faut bien se rappeler qu'il faut une personne ou deux personnes pour la maintenir, et plus vous en rajoutez, plus ça va être compliqué sur le long terme. Je pense que typiquement, c'est le cas des providers cloud publics, genre Azure AWS, qui proposent en architecture type des archis qui sont ultra complexe. C'est-à-dire que si vous prenez l'archi type conseillé, parce qu'elle sera super bien, elle sera dispo H24, 7 jours sur 7, avec jamais aucune coupure de service, c'est génial, mais c'est des archis qui coûtent... On a des clients qui viennent avec un site hébergé chez un hébergeur privé, ça leur coûte peut-être 100 balles par mois. Ils viennent, ils veulent une archi vraiment dans les normes AWS ou Azure, etc. Et puis on fait x10 voire x20 sur la facture. On se dit, et pourquoi en fait ? Pourquoi on va sur un cloud public ? Pourquoi on multiplie les coûts comme ça ? Et en fait, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de besoin derrière. C'est juste, ah oui, mais on dit qu'il faut faire comme ça, il faut aller sur le cloud public parce que c'est bien, parce que c'est poussé en disant que c'est la hype, il faut y aller. Mais pourquoi, si on n'a pas besoin de SLF faramineuses, si on se dit que bon, on a une coupure de service de 4 heures, c'est pas grave, ça marchait très bien l'hébergement d'avant. Il n'y a pas besoin d'y passer et de se dire, allons-y parce que c'est la mode. Le côté vieux sage, ça. Vieux sage qui s'est fait avoir par un AngularJS, peut-être. Non, mais on doit justifier, en fait. C'est vrai que les clients nous disent, mais je comprends pas pourquoi, en fait, à un moment donné. On m'a dit que c'était génial, mais ça me coûte 10 fois plus cher. Le jour où j'aurai 500 000 clients à la seconde, ça tiendra. Exactement, ça tiendra. Mais aujourd'hui, j'en ai 10. Non, pour le coup, effectivement, faut vraiment voir, je pense, le besoin et les porte-monnaies, quoi, aussi, en mettant les stratégies en place. Commandement numéro 3, mais tu l'as anticipé un peu, Philippe, c'est un minimum de techno de développement dans son SI. Alors peut-être Flutter, Arthur. C'est pas exactement celui d'avant. Celui d'avant, je disais, c'est pas trop de technologie d'architecture compliquée. Enfin, en fonction de la taille de l'équipe, il faut être raisonnable. Et là, c'est un autre point. C'est-à-dire que, quel que soit le langage de développement et le framework que vous utilisez, ne les multipliez pas dans votre système d'information. C'est-à-dire que quand vous avez une bout de stack en Java, un bout de stack en .NET, un bout de stack en PHP, un bout de stack en... C'est déjà trop. C'est déjà trop. C'est déjà trop. En fait, c'est compliqué de gérer son système d'information avec 12 stacks différentes. Donc, choisissez-en une, formez vos équipes et ça vous permettra de passer d'un projet à l'autre de manière beaucoup plus facile. Il n'y a pas pire que l'hétérogénéité dans un système d'information. Parce que plus c'est hétérogène, plus c'est difficile de passer d'une appli à une autre, plus c'est difficile de communiquer entre les applis, et plus vous avez des problèmes à la frontière de tout ça. Si possible, choisissez pas PHP. Ouais. On va se faire si vous voulez quelque chose de durable, pas PHP. On va se faire tracher, mais voilà, pas trop de trucs. Et oui, le framework méga cool à la mode du super JavaScript, Arthur, qui dans 2 mois n'existera plus, c'est pas la meilleure idée pour la nouvelle appli. Ouais, mais même si ça a pour durer dans le temps, en fait, arriver sur une nouvelle technologie dans ses premiers mois de développement, c'est rarement une bonne idée parce que c'est pas mature, ça a jamais été vraiment testé en production, il y a pas de documentation. C'est JavaScript, ça. Tout. Oh, bon, il y a pas mal en Java aussi, tous les Quarkus et tout qui sont sortis, tout ça, à mon avis, je sais pas si ça a été bien. Ouais, mais c'est quand même sexy. Ouais, c'est quand même pas mal, tu peux quand même faire de natifs et tout. Donc, ouais, le moins de langage de programmation possible dans son système d'information. Et c'est le conseil inverse que je donne à chacun des développeurs. En tant que développeur, il faut apprendre le plus de langage possible. En tant qu'entreprise, il faut apprendre le moins de langage possible. Commandement numéro 4, supprimer plutôt que de rajouter. Il faut penser à supprimer, c'est surtout ça. C'est qu'il faut penser à enlever des choses. J'ai vu des clients où on avait 3-4 systèmes de bases de données différentes qui faisaient la même chose. On se dit, ouais, mais il y a un problème. Technologiquement, il y a un problème. On va tout refaire et on va mettre quelque chose de nouveau. On met quelque chose de nouveau, et ben ça en fait un 5e des 4 qu'on avait déjà. Mais jamais de la vie, on va surtout enlever les anciens parce que, le coût de migration est trop important, parce qu'on s'en sert encore dans des cas, dans 1% des cas, on s'en sert encore, mais il faut surtout pas l'éteindre. Et puis, il y a des trucs qu'on sait pas que ça existe dans les systèmes d'information. Il y a des trucs qui sont maintenus par l'infra, qui personne n'utilise.
mais On sait pas. On sait pas. En fait, on sait pas. Et moi, ça me fait souvent penser, tu sais, au format comment on appelle ça, d'image. Tu as le format d'image, il y a toujours un mec qui invente un nouveau format d'image en disant ça va révolutionner tout, puis à la fin, tu as juste un nouveau format d'image à traiter. Ouais, Et tu n'as jamais supprimé. Tu as toujours les vieux GIF, les vieux PNG, les vieux JPEG et tout ça. Et tu en es au WebP. Et puis au final, tu dis merde, je vais mettre un JPEG. C'est bon. Ils ont sorti un nouveau, là. J'ai vu un nouveau JPEG Oui, tu m'en avais parlé. méga cool. Et alors, il est bien? Ouais, ça en fait un de plus à gérer, quoi. Pour votre plus grand bonheur. Après, c'est chaud quand même, je pense, à un moment donné, de se dire, d'appuyer sur le bouton supprimer. Je pense que ça fait peur. Peut-être aussi, tu vois. Ouais, mais ça doit être acté en fait en début de projet. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va rajouter quelque chose, projet tue. Il faut juste se dire la question, si je rajoute quelque chose à mon SI, ça va être plus compliqué de le maintenir. Donc si je veux garder la main sur mon SI et ne pas avoir un truc qui exponentiellement explose en complexité parce que je rajoute des briques à chaque fois, il faut en enlever. Il faut littéralement en enlever, sinon ça ne peut pas marcher sur le long terme. Ça va marcher 4, 5, 6, même 10 ans. Et au bout d'un moment, on se retrouve avec un truc immaintenable. On se pose même la question de est-ce que je mets pas à la poubelle tout mon SI parce que je comprends plus rien du tout à ce qui se passe, quoi. Souvent, c'est là que le DSI change. Fonction replace. Il y en a un qui prend la fuite. C'est ça. Commandement numéro 5, le document n'est pas un processus. Philippe. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi parce que c'est ce que je répète à chaque réunion où je suis invité. C'est souvent, les gens ont fonctionné pendant longtemps. Le processus, c'était longtemps de fonctionner avec des papiers, des fiches navettes qui passaient d'un service à un autre. Et quand on veut faire de la dématérialisation, souvent, ils partent avec l'idée de dématérialiser ce papier et d'en faire un papier numérique, quoi. En gros, c'est ça. Mais en fait, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce qu'en fait, dans l'informatique moderne, le papier, il n'existe pas, en fait. Et il n'a même pas velléité à être délivré au client à la fin des fins. Je veux dire, typiquement, quand on envoie des factures à un client, en fait, le client, il en a rien à foutre des factures. La majorité du temps, sur son extranet, ce qui l'intéresse, c'est le montant du paiement, pas la facture, le document. Donc, le document, il faut l'abolir. Il faut penser son système d'information comme étant un échange de données entre des systèmes et des partenaires et des clients et des fournisseurs, tout ce que vous voulez imaginer. Et le papier, le document, il vient sanctionner de temps en temps un process pour le figer. Mais ça n'a aucun intérêt de le penser comme ça. Donc, toute idée de collaborer autour d'un document est une absurdité informatique totale. Donc, je sais qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord, les grands fanatiques de la GED ne seront pas d'accord avec moi. Ça n'a pas de sens, un document. Ça ne sert à rien. C'était le moyen qu'on avait, c'était le véhicule qui permettait de transférer de l'information de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Mais du moment qu'on est en informatique, il n'y a pas besoin de papier. Il n'y a pas besoin de papier, ça n'a aucun sens. Si je peux rajouter un truc, le document en informatique, tu me diras si je me trompe, pour moi, c'est un des trucs les plus durs à gérer. C'est volumineux, donc du coup, ça fait un certain poids à déplacer, c'est toujours coûteux. À générer, toute la partie éditique, c'est toujours un enfer en informatique. Et après, à maintenir, ça peut pas être mis à jour, c'est figé, on est obligé de refaire des nouvelles révisions. On peut rien en faire derrière. Et on peut rien Non, mais en c'est faire. juste intéressant quand tu veux effectivement figer une information que tu veux envoyer à un tiers là-dessus. Mais dans 90% des systèmes d'information actuellement, les échanges de données entre entreprises sont en train d'être dématérialisés, donc il n'y a plus de documents en tant que tel. On envoie des données. Et avec les nouveaux systèmes de facturation type Chorus et équivalent, le papier, il sert à rien en fait. C'est l'information qui est envoyée. Donc arrêtez de vouloir dématérialiser du papier, ça n'a aucun sens. Pensez vos systèmes d'information autour de processus et pas de papier. Et le process, je mets dans une bannette à un document, ça ne marche pas. C'est vrai que la bannette est beaucoup utilisée. Le process bannette. Ah ouais, le process bannette est horrible, mais il est beaucoup Mais utilisé. quand tu vois aujourd'hui, tu as encore beaucoup d'applis où tu fais où tu importes un truc, un fichier dedans, tu vois, genre tu fais l'import Excel, machin. Ensuite, tu as tout le monde qui te demande mais comment est-ce que je vais pouvoir exporter mon truc sous PDF, sous Excel pour pouvoir finalement après le réimporter. Enfin, tu vois, Ça n'a aucun sens. Mais c'est encore beaucoup, je pense, le cas dans les mentalités aujourd'hui, parce que c'est le changement aussi. Je pense qu'il faut une loi contre les vendeurs de bannettes, quoi. À un moment donné. Commandement numéro 6, tiens Greg, ça va être pour toi. Les outils techniques ne doivent pas être utilisés par les utilisateurs finaux. Qu'en penses-tu? Ouais. C'est compliqué celui-là. Celui-là, il est... Tu veux que je t'aide? Vas-y. Non, l'idée, c'est, et ça va faire le lien un peu avec les trucs d'avant, c'est il y a des outils techniques. Alors, je critiquais les documents, on a besoin d'avoir une GED pour gérer des documents. Ces outils techniques, type GED, type signature électronique, des briques technologiques qui permettent de faire quelque chose, ça n'a aucun sens de les mettre dans les mains des utilisateurs. Pourquoi? Parce que c'est censé être transparent pour eux. C'est-à-dire que c'est dans leur outil métier qu'ils vont pouvoir gérer des documents, et ces documents, ils iront se stocker dans une GED. Mais on ne va pas aller dans la gestion de documents pour gérer des documents. C'est pas logique. L'utilisateur est dans un process métier,
le process est outillé avec un outil métier qui lui sert à faire ce qu'il veut faire. Et à la fin des fins, les briques technologiques, la GED, il veut faire une signature électronique et compagnie, c'est intégré dans l'outil. On les utilise en API, tout ce que vous voulez, mais ça n'a pas à être dans les mains de l'utilisateur. C'est stupide de devoir utiliser DocuSign ou YouSign ou n'importe quelle plateforme de signature et de laisser l'utilisateur le faire manuellement. Il passe d'un logiciel à un autre, c'est super pénible, il doit télécharger, uploader, ça n'a pas de sens. Il faut utiliser en API, quand on a un peu les moyens, on intègre ça, et ces briques technologiques ne sont pas visibles pour l'utilisateur final. Alors, je tempérais un tout petit peu. En fait, c'est pour ça que le sujet me parlait pas au début. En fait, tu peux avoir des métiers où on a besoin d'accéder à la gestion documentaire, tu as besoin de manipuler des documents, etc. Et là, passer par une interface, quelle qu'elle soit, c'est moins performant que d'avoir ces documents, de les éditer sur son ordinateur, etc., de les remettre dans une GED. Et je pense notamment à des métiers où ils vont gérer des plans, des trucs comme ça, où c'est complexe. Faire les actions de manière unitaire, c'est plus compliqué. Par contre, là où je te rejoins, c'est sur la partie process et je fais mon application. Il faut réfléchir au process d'utilisation des applications qu'on fait pour que ce soit le plus accessible possible sur un outil qui est optimisé pour remplir le travail qu'on lui demande en fait. C'est-à-dire quand on crée un outil, on le fait dans un sens où on va améliorer la vie de l'utilisateur, on va lui faciliter les choses. Donc du coup, de se dire, je prends mon outil fonctionnel, je dois aller sur un outil technique, entre guillemets technique, parce que maintenant ils font des outils techniques qui sont un peu sexy, comme ça on peut y aller, c'est mieux. Pour aller faire un truc que je vais ensuite retrouver dans mon application parce que je l'ai fait à côté, là je suis d'accord avec toi. Après, il faut pas bannir non plus certains outils techniques qui, dans des petites DSI, rendent service. Oui, tu vois. Mais je veux dire, quand tu vas sur LinkedIn et que tu fais un post, tu vas pas dans le gestionnaire de documents pour poser ton document, tu vas pas dans le gestionnaire des tags pour gérer tes tags et tu vas pas dans le gestionnaire d'écriture pour créer des trucs. Tu écris tout au même endroit. Bien sûr, parce que le process, c'est de tout écrire. Probablement, je connais pas leur architecture, mais on voit ça dans une gestion documentaire quelconque, gestion de tags quelconque. Ils vont pas faire les outils. Oui, parce que c'est pensé pour l'utilisateur qui va faire son post et qui a besoin de tout ça. Mais du coup, ça implique que tu mets effectivement dans tes applications que tu es intégré à chaque fois l'API, etc. Je me rends pas compte à quel point c'est un effort. C'est un effort technique supérieur, mais pour les utilisateurs, ça sera un effort à l'usage beaucoup moindre, beaucoup plus facile. On pense en fait, comme dans les années 2000, au nombre de clics de l'utilisateur pour faire une action. C'est-à-dire que si on compte le nombre de clics d'aller sur un outil à côté pour verser un document et puis le retrouver après dans son appli ou alors même pas le retrouver, on sait pas. Sans compter les doubles authentifications. Ouais, c'est ça, les doubles authentiques et puis référencer son document parce que je l'ai foutu dans la GED, mais si j'ai pas été capable de mettre mon application en relation avec la GED avant, peut-être qu'il faut copier le lien du document dans mon application. Donc là, oui, c'est source d'erreur, c'est des manipulations multiples pour l'utilisateur. Au final, c'est un utilisateur qui se dit mais pourquoi je fais tout ça quoi. On simplifie quoi. On simplifie. C'est toujours ça, hein, simplifier, rationaliser de toute manière. Si on devait en garder qu'un, des commandements, ce serait celui-là. Numéro 7, par population métier, un seul outil tu garderas. Alors, c'est dans la continuité de ce qu'on vient de dire. Ouais. C'est-à-dire l'idée de dire, j'ai une population métier qui fait un métier, peu importe le métier que vous imaginez, marketing, RH, gestion, peu importe. Là, l'idée, c'est de dire, il n'a pas à jongler avec 300 outils. En fait, c'est dans le jonglage entre les outils qu'on perd les utilisateurs et qu'on les fatigue, ils ne comprennent rien, il y a une ergonomie différente et compagnie. L'idée, c'est de construire des portails applicatifs qui vont utiliser toutes les briques techniques du système d'information et qui vont permettre de réaliser le processus qu'il va faire. Je vois Grégory qui rigole à côté. Ah non, on n'est pas dans l'idée de créer alors pour ceux qui ont connu ça, des systèmes portails. Moi, j'étais juste en train de me dire que ChatGPT va tout gérer bientôt. Donc, de toute manière. On n'est pas dans l'idée de dire qu'il faut utiliser des briques qui font des portails. Ça, c'est nul. Mais dire, c'est de concevoir l'application comme étant l'application métier à destination d'une population dans laquelle on va regrouper toutes les informations et processus du système d'information qu'il est amené à faire dans son travail. Et on retrouve, lien avec le commandement 1, les clients, par exemple. On retrouve les informations du client qui lui sont restituées avec que les champs dont il a besoin d'avoir. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si vous allez dans un CRM, là où souvent le sont les clients, vous avez un tétrachier de champs, donc vous n'en avez rien à faire quand vous êtes juste un gestionnaire de quelque chose. Donc l'idée, c'est de dire, je vais piquer dans les différentes briques du système d'information les données qui sont pertinentes et remonter à l'utilisateur dans son acte de gestion, dans son acte de process, que les informations qui lui sont utiles à ce moment donné. Et ça, c'est le Graal, c'est d'arriver à faire ce type de choses-là. De dire je peux manipuler mes abstractions du système d'information dans n'importe quelle des briques, mais je le fais que dans mon application à moi. Je suis sécurisé, je connais l'ergonomie, je maîtrise. C'est là où on a une force avec les développements spécifiques.
en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un SI, on se pose souvent la question, je fais un DevSP ou je prends un logiciel ou une solution SaaS du marché. La solution SaaS du marché, et si on les empile, ça marche très bien. Enfin, les solutions SaaS marchent très bien, c'est des super bons produits pour la plupart. Par contre, à interfacer entre eux pour l'utilisateur, ça oblige à aller de l'un à l'autre pour faire ses actions. Sur un DevSP, justement, ce qu'on va pouvoir faire, c'est d'interfacer tous ces systèmes de la manière la plus optimale pour l'utilisateur, la plus transparente pour un utilisateur sur un seul outil. Et c'est vraiment la force du DevSP, et c'est pour ça que souvent on se retrouve à trouver des clients qui viennent nous voir en nous disant j'ai telle et telle solution SaaS, j'ai une solution de CRM, j'ai une solution de ERP, j'ai une solution de je sais pas quoi, mais en fait j'ai pas de vision globale. Parce que mes utilisateurs, à chaque fois, ils sont perdus, ils savent plus sur quel outil aller, parce qu'on en a 2, 3, 4, 5. Et il nous faut une vision globale, il faut qu'on arrive à consolider, il faut qu'on arrive à s'interfacer avec toutes les solutions qu'on a. Et le seul moyen qu'on a de faire ça, c'est pas une solution du marché, c'est de faire un DevSP quand on a la capacité financière de pouvoir le faire. Et mon capacité financière, après, quand on voit les outils SaaS du marché, c'est de plus en plus cher. Ouais, on compte à la licence. Ça commence à devenir rentable de faire du SP, alors que c'était pas vraiment le cas il y a 20 ans, quoi. Ouais, complètement, ouais. Complètement. Commandement numéro 8, en parlant du coup de portail, de clients, etc. L'extranet, l'espace client en dernier. Ouais, alors ça, c'est dans le meilleur des mondes. Parce qu'en fait, dans la vraie vie... ça ne se passe pas comme ça. Non, en fait, c'est pas ça, mais je veux dire, souvent... les clients commencent le projet de digitalisation, de transformation numérique, appelez le terme qui est à la mode que vous voulez, je m'en fiche, par ce que les clients voient. Et par ce que les clients voient, c'est souvent l'extranet, l'application mobile, enfin le bout du système d'information qui doit être. Malheureusement, pour offrir des fonctionnalités à votre client par l'intermédiaire de ces canaux-là, il faut que tout soit prêt en amont. Et vous ne pouvez pas faire un projet de transformation digitale en disant je vais offrir plein de services numériques à mon super client si le reste du SI est complètement déstructuré entre 40 000 applications et compagnie. Parce que ne serait-ce que savoir ce que c'est qu'un client, savoir quel contrat, quel projet, quel matériel, quelle chose il doit acheter chez vous, c'est déjà un projet compliqué, quoi. Donc si vous commencez par faire extranet, en fait, vous allez arriver avec un projet qui fait pchit, vous arrivez à le connecter, puis vous ne lui filez pas grand-chose comme information parce que rien n'est vraiment prêt, vous n'avez pas confiance dans vos données, vous n'avez pas confiance dans les services que vous pouvez offrir. Donc souvent, moi je le dis, il faut penser l'extranet, le service client, ce que vous voulez, l'application mobile, en dernier. C'est-à-dire qu'il faut le développer en dernier, mais vous pouvez quand même le penser en amont, parce que c'est ce qui va permettre de driver un certain nombre de choses. Mais si vous n'êtes pas prêt, et que vous n'avez pas fait les fondations du système d'information correctement, n'y allez pas. Vous allez finir par faire un projet qui fait pchit. Il y a une autre manière de voir les choses, c'est que la plupart du temps, quand on fait ça, parce que ça nous arrive de le faire quand même, on fait pas forcément changer le client d'avis. On le fait, mais on sait très bien que l'extranet, ce sera une V1. C'est-à-dire qu'il va voir le jour, le client va avoir une image un peu améliorée auprès de ses utilisateurs. Par contre, l'extranet, vu qu'on n'a rien prévu derrière, comme le dit Philippe, on le branche sur rien. Et derrière, quand on réfléchit les process métiers pour développer tout le reste du SI, en fait, on change tout l'extranet. Ouais. Parce que ça marche plus du tout pareil. Au Donc, début, nouvelle version de l'extranet. Le projet, c'est on a fait un super nouvel extranet. Qu'est-ce qu'on peut retrouver ? Les factures. Parce qu'en fait, le reste, changer un contrat, on peut pas. Filer des produits, on peut pas. On sait pas trop qui c'est, le client non plus, qu'on n'a pas bien analysé. Donc, en fait, on peut rien faire. Donc, il y a un espace client où on a les factures. On a un truc joli. Ouais. Ah ouais, c'est ça, c'est un truc joli. Ça sert à rien. Ça fait bien auprès des clients, ils sont contents. Oui, j'allais dire, après, tu as les enjeux, j'imagine, pression de la direction commerciale, du marketing, où tu te dis, c'est quand même super important, et parfois, t'es en retard par rapport à tes concurrents et tout ça, et donc il faut montrer. Il faut montrer, mais si ton système d'information n'est pas prêt à encaisser, il se passe rien, quoi. Ouais, mais c'est pour ça que ce sont les projets qui sont mis en avant le plus, en fait, par rapport à un ERP ou je sais pas quoi. C'est que c'est la vision client, et pour les commerciaux, enfin, pour la boîte, c'est là que le business est, c'est vers les clients finaux que le business est. Donc, si on améliore l'expérience des clients finaux, on améliore notre business. Alors que c'est pas forcément vrai quand on creuse un peu. Mais c'est plus facile à chiffrer par l'extranet client que de trouver le ROI d'un investissement sur un ERP ou quelque chose comme ça. C'est sûr. C'est sûr. Avant-dernier commandement, pour Philippe, ça. Le moins de spécifique possible dans les progiciels. Ah, évidemment. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que si vous faites le choix d'acheter un logiciel du marché pour couvrir un pan de votre système d'information. Prenons un ERP. Vous décidez que l'ERP Tartampion fera mieux qu'un développement spécifique pour la partie du process que vous voulez faire. Pas de problème. Mais à partir de ce moment où vous avez fait ce choix-là, vous ne faites rien dans spécifique dans l'ERP. Vous faites rien dans le spécifique dans le logiciel que vous avez acheté. Vous pouvez utiliser les fonctionnalités de configuration natives de l'outil, mais pas de spécifique. Pourquoi on ne dit pas de spécifique ?
pas parce qu'on est des ayatollahs, on adore le spécifique. Pourquoi on ne dit pas de spécifique dans ces outils-là? Parce que qui dit spécifique dit vous allez contrecarrer la logique de l'outil que vous utilisez. Ce qui va amener deux choses prioritairement. Un, les développements vont coûter une fortune parce que personne ne sait développer sur le RP en particulier que les consultants de l'éditeur ou 2-3 boîtes d'intégration. Ça va vous coûter une blinde à la journée. On parle de 1500, 2000 euros la journée de développement. Ça va vous coûter une fortune. Et de deux, vous allez avoir des problèmes de performance parce qu'en fait, vous dénaturez l'outil que vous êtes en train d'utiliser. D'accord? Et de trois, vous aurez que des problèmes sur la maintenance et les volatilité parce qu'en fait, l'éditeur, lui, il en a rien à beurrer de votre développement spécifique. Il a la roadmap produit qu'il a décidé et vos développements, ils vont juste l'embêter. Donc, vous avez 80% de chances de vous retrouver bloqué ou de bloquer les mises à jour ou de bloquer tout ça parce que vous avez eu la grande idée de faire du développement spécifique. Donc, si développement spécifique, il doit être fait, faites un vrai développement spécifique. Si vous avez décidé d'un logiciel SaaS, peu importe, un promise que vous avez acheté, pas de développement spécifique dedans, ou, évidemment, on ne peut pas toujours faire, mais le moins possible. Oui, parce que j'allais dire, si tu vois, on prend l'exemple, par exemple, d'un ERP, comme tu parlais, si jamais tu as 95% des fonctionnalités que tu as envie de couvrir qui sont dedans, et que tu as tes 5%, mais bon, qui comptent quand même parce que c'est un truc important, enfin, comment on fait à ce moment-là? Tu te renies et les 5%, tu ne les fais pas. Non, mais en fait, des fois, il vaut mieux dire les 2% du process métier que je ne sais pas couvrir avec l'outil, je vais le couvrir avec de l'humain ou je vais le couvrir avec un petit logiciel spécifique à côté. Mais surtout, ne faites pas de développement dans vos outils. C'est la pire idée du monde. Je pense que parmi les règles qu'on a citées, c'est vraiment la règle qui s'applique à tout. C'est-à-dire que celle-ci, c'est une règle d'or à ne pas bypasser. Parce qu'en fait, si on commence à faire ça, on se dit, ouais, au pire, ça me coûte 3000 balles de dev. Quand je suis gentil. Hein. Ouais. Allez, au pire, ça me coûte 20 000 balles de dev. Je pose mes 20 000 balles sur la table, je suis content, j'ai mon dev spécifique qui marche à moitié parce qu'en fait, on est quand même dans un outil, donc faut le tordre un peu. C'est pas exactement comme je voulais, mais franchement, ça marche bien. Ça va coûter en fait 3-4 fois plus cher derrière parce que vous n'allez pas pouvoir faire la mise à jour suivante de l'outil parce que votre dev spécifique va vous bloquer. Parce qu'on ne pourra pas le reporter. Faut faire revenir quelqu'un pour migrer ce bout de dev spécifique. C'est vraiment le pire des trucs à faire. Après, tu vas demander à une société de service qui dira en fait, j'y connais rien à ton outil. Donc je suis incapable de oui, c'est ça. Et souvent, les 5%, en réalité, si on pense que c'est 5%, en réalité, c'est 1% des cas d'utilisation. Et la plupart du temps, si on se disait ouais, c'est 1%, en fait, on pouvait s'asseoir dessus tranquillement, sans se poser trop de questions. Okay. Dernier commandement, Y sera pour toi, la maîtrise de la connaissance. Dans une DSI, je pense que ouais, mais je pense que c'est un des trucs les plus importants parce que ce que je vois dans les DSI actuellement, il y a toujours une phase où on va externaliser les développements, une phase où on va réinternaliser les développements parce qu'on a perdu un peu la connaissance, une phase où on se dit on a réinternalisé, c'est super, mais ça va quand même moins vite qu'avant. On va externaliser encore un peu. On a reperdu la connaissance, du coup, on va réinternaliser. Et en fait, le problème, il n'est pas sur les développements, il est sur la connaissance métier qu'on a. C'est-à-dire de se dire que je fasse le dev en interne ou que je le fasse faire à une boîte, qu'est-ce qui importe? C'est que je sache ce que je veux faire. Que je sache comment les choses sont faites, que je sache comment les process métiers dans mon entreprise fonctionnent. Et ça, c'est pas juste vraiment sur les entités métiers de la boîte, c'est pas le service achat, comment il fonctionne. C'est comment informatiquement, par exemple, fonctionne le service achat. C'est-à-dire qu'on a un besoin métier, on a la traduction de ce besoin métier en termes informatiques, et après on a le développement. Et là, je parle bien de la traduction en termes informatiques du besoin métier. Si on perd ça, on est incapable de refaire développer une solution, et on est incapable de la développer en interne, ou alors ça va coûter beaucoup plus cher en temps et en argent, pour pouvoir se dire, ce truc-là, je veux le refaire. Et parfois, on passe des temps fous juste à chercher, à se dire qu'est-ce que je veux faire ? Si on avait gardé la connaissance métier, si on avait fait un peu de traçabilité, peut-être qu'on l'aurait et on y serait arrivé un peu plus vite. Après, c'est ultra compliqué. On avait fait un podcast là-dessus avec, je ne sais pas si tu te souviens, Philippe, comme il oublie ses interviews avec Nicolas. Moi, je ne gère pas ma propre connaissance. Avec Nicolas chez Trescal, justement, DSI chez Trescal sur le sujet. Et c'était de se dire, mais finalement, c'est compliqué entre le turn des gens. Dans les équipes et puis entre quel est le bon niveau que tu mets dans la capitalisation de la connaissance et comment ça se suit sur le long terme. C'est ça qui est super compliqué parce qu'autant à un instant T je pense que ça va, mais c'est comment est-ce que tu fais quand il y a des évolutions, qui met à jour, etc. Et l'organisation autour de tout ça elle
elle est assez fastidieuse. Quand Alors même. déjà, je dirais première règle d'or, alors même si ça va faire hurler les RH, ne pas capitaliser sur l'humain. C'est-à-dire qu'une personne, c'est pas une source de connaissances. Une personne, on va c'est... couper ce podcast parce que là, c'est quelqu'un on va avoir des d'exclusif. ennuis. Ça va mal finir. Non, mais une personne, en gros, part d'une société en 3 ou 4 mois. Donc la connaissance, elle est assez vite perdue. Quand il a décidé de démissionner, il n'est pas hyper convaincu que c'est sa passion de transmettre. Hein. Il n'a pas trop envie de donner sa connaissance selon les conditions de départ. Et en plus, il va en oublier parce que le mec est là depuis 5 ans dans la boîte. Oui, on Imagine peut pas bien lui demander, qu'en 3 mois... vas-y, dis-moi ce que tu Allez, fais. vas-y, dis tout ce que tu sais. Allez, Avec une grande table et une vie de sans teinte, ça, sur le côté. allez, écris. Donc après, la traçabilité, ça passe par plusieurs choses. Ça passe par le fait d'avoir des connaissances documentaires, même si c'est encore un vaste sujet, parce que c'est pas simple de les avoir, de les garder à jour, etc. Faut pas aller trop dans le détail non plus, parce que c'est pareil, ça bouge tout le temps. C'est un gouffre après. Hein. C'est un gouffre, voilà. C'est un juste équilibre à trouver, en fait. C'est juste de se dire, je sais où aller chercher de l'information, ou à minima, le minimum d'informations qu'il me faut pour pouvoir retracer tout ce dont j'ai besoin. Pas de commentaire. Philippe a relevé la tête, je me suis dit, il va arriver avec un truc. Et non. Bon, merci en tout cas, alors, pour vos 10 commandements. Alors, évidemment, je pense qu'on aurait pu citer aussi, aller sur d'autres sujets, etc. Mais après, voilà, comme nous, orienté plutôt développement, stratégie Mais applicative. on fera les c'était- 7 commandements, les 8, les 9. On fera un top 9, un top 10, un top 5. Ça m'a fait penser en plus au film de Michael Youn. Avec Les 10 commandements. Ouais, voilà. Je sais plus Je sais plus, parce qu'après, en plus, dans le Après, film, il y en a il dit 15, qu'il y en a 17. Ça donne un peu ton âge, Camille. Ah mince, les gens vont savoir. On va passer au traditionnel coup de cœur. Ah non, j'ai un coup de gueule, moi. C'est le coup de gueule. Ah bah finalement, c'est des coups de gueule. Ouais, on n'est pas happy Bon. avant l'été, là. Ouais, ils sont rarement Ah, bon, affilés. bah. On n'a pas eu assez de soleil. Voilà. Les gens sont pas contents. Allez, Philippe, partage ton coup de gueule. Alors, je vais faire un coup de gueule. Je vais raconter une anecdote personnelle et je vais faire un petit coup de gueule là-dessus. Ceux qui savent qu'il y a l'Euro en ce moment, j'ai décidé, parce que j'étais avec mes enfants, on s'ennuyait un peu, de m'abonner à Bing pour regarder les matchs de qualification. Vous allez vous dire, c'est pas très intéressant. Sauf que j'ai essayé de faire ça sur le truc. Alors, pour regarder Bing, il faut le savoir, il faut le faire à travers MyCanal. Ok. Donc, il faut faire par Canal. Je suis allé sur l'interface de Canal sur lequel j'avais déjà un compte depuis longtemps. Je me suis reconnecté et j'ai voulu m'abonner à Bing. Histoire vraie, hein, je paye, donc je mets ma CB, tout ça. Je me dis, je suis le roi du pétrole, tout va bien, dans 10 minutes, il y a le match. T'es littéralement le roi du pétrole. Nickel. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je reçois un mail en disant, vous êtes correctement abonné. Je me dis, super. Je retourne sur la plateforme. Pas moyen de regarder. Il me dit que je suis abonné à rien du tout. Donc, j'ai bien vu que j'ai le paiement qui est passé et tout ça. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Je suis embêté. Je me dis, il y a un truc qui c'est, une espèce de contact, machin. Sur le truc de contact, vous allez sur le truc de MyCanal, il vous dit, vous n'avez pas le droit de contacter le support parce que vous n'êtes pas abonné. Là, on est quand même dans le truc paralympique. C'est-à-dire, tu te dis, je voudrais contacter un support parce que j'ai un problème dans la phase d'abonnement, je ne peux pas le faire. D'accord? Problème réglé. Problème réglé. Donc là, on est quand même dans l'interface la plus pourrave du monde. C'est pas grave, je me dis, je vais appeler. Quoi? Quel numéro, Sera. Philippe? Si, je finis par trouver Ah ouais. un moment un numéro. T'avais vraiment envie de voir ce match quand même. Hein. J'appelle le numéro. Tu fais ridicule. Le service client. L'espèce de service client. En fait, le service client, il vous dit, donc il a mon numéro, je sais pas par quel moyen, il vous dit, le 10, je sais pas combien, peu importe, il vous dit, vous pouvez pas appeler pour des problèmes de support parce qu'en fait vous êtes déjà client chez nous, on a un service de souscription, donc en gros allez sur votre espace avec la partie contact. Je dis donc là le truc qui te déroute, hein, c'est tu l'appelles, il raccroche en te disant tu peux pas les appeler. Mais c'est un robot qui te dit ça? ou Ouais, c'est c'est une un truc personne? de robot. C'est un robot, Donc là d'accord. t'as envie de te mettre une balle, c'est-à-dire que le service, t'as pas de numéro, il te dit d'être dans un espace que tu n'as pas accès quand t'es connecté et il te dit il faut que tu sois abonné. Tu dis j'ai payé, tu sais plus quoi faire. Il y a un moment tu fais un câble. Il se passe 1h30. Avec les enfants autour. On voit le match, on voit le match, on voit le match. Je rate le premier match parce qu'effectivement, j'y arrive pas. D'accord. J'appelle le truc. Donc, je finis par trouver dans un obscur système un autre numéro de téléphone qui n'est pas disponible sur le site Canal, mais qui est dans la FAQ de mecs, machin, qui dit, là, en fait, si t'as vraiment un service de technique problème, tu les appelles. Je l'appelle. Là, c'était dimanche soir. Donc, du coup, c'est mort. Le truc est fermé. Donc, déjà, le niveau de frustration infini, tu vois. Je me détends, je respire. Le lendemain, j'appelle. Donc, je finis par tomber sur quelqu'un qui me dit, ah oui, on a un problème de, je sais pas quoi, de process, le mail. T'as un machin. badge qui est pas passé. Redonnez-moi, non, je sais pas quoi, redonnez-moi le compte client que vous avez eu dans le mail. Et en fait, ah oui, il n'est pas associé à votre compte. C'est le même mail, c'est le même truc, je sais pas comment c'est possible. Donc, elle fait une manipulation, elle me dit, je vais vous renvoyer un mail.
tenez-vous bien, où il faut resetter votre mot de passe. Donc tu resets ton mot de passe et là, Ça marche. ça marche. C'est complètement Oh, quel improbable. miracle. Et là, tu te dis, je veux bien que les Américains, les Prime Video et tout ça, ils soient meilleurs, les Netflix, parce qu'on n'a jamais ce genre de problème avec des systèmes américains. Et là, tu te dis, on est sur un truc français où j'ai payé 15 balles, et le seul truc que je retiens, c'est que j'ai la mort de fou contre leur Mais service. en plus, quoi. t'aurais fait. Enfin, je veux dire, le mec qui a pas le réflexe d'aller appeler Mais il est ton perdu. numéro, il tu est fais complètement quoi? perdu. Et là, tu te Tu dis, peux même pas résilier ton abonnement. les mecs t'es de obligé chez Canal, ils sont à chier, quoi. Il faut le dire, parce qu'il y a un moment, c'est pas possible. Il est D'avoir polémique ce des services- podcast. Non, mais c'est pas possible d'avoir des services en 2024 où le client, il vient pour payer et à la fin, il est ultra Ouais. frustré. Et puis il est du bloqué, truc, quoi. tu peux rien faire, t'as pas de solution. Et tu vas sur Internet, t'as des millions de mecs qui sont tombés sur mon problème à moi, tu vois. Et tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Je veux dire, les gars, c'est pas possible d'avoir un service client avec autant de friction quand on n'est plus habitué à ça. Voilà, c'est mon coup de gueule. C'est vrai qu'on sentait que t'en avais gros. Ah ouais, non, mais T'as vu les matchs du coup, depuis du coup, j'ai perdu 24 heures, j'ai pas vu les matchs, mes gosses qui étaient là. Pourquoi tu arrives pas? T'as essayé de redémarrer l'ordinateur? T'es nul, papa. Je crois que tu faisais de l'informatique. Très belle, très belle imitation, Greg. Hein. Oh, non. Greg, t'avais un coup de gueule aussi à Il nous va falloir faire mieux partager. que ça, hein. Ah mais je ferai Ça va pas être mieux que dur. ça. Moi ça va être court. Ça va être court et bref. J'ai essayé d'intégrer une API d'une solution SaaS qui existe sur le marché, qui est une solution de CRM. Super. Ils ont une API tout bien documentée, etc. Et puis là, je tombe sur un fichier OpenAPI, donc spécification OpenAPI. Génial, je vais prendre ça. Alors, ils n'ont pas de SDK sur leur langage de programmation pour l'intégrer. Tant pis, je prends le fichier OpenAPI et puis je me dis, je vais prendre le fichier et puis je pars de là. J'essaye. Et bon, c'est pas ma première fois avec un fichier OpenAPI. Normalement, ça se passe assez bien. Voilà, on s'entend bien, on communique et puis on arrive à un truc où j'ai mon client, peu importe le langage, qui fonctionne. Et là, je m'aperçois que les mecs ont réussi à mettre un fichier OpenAPI qui n'a aucun sens sémantiquement parlant, qui ne passe dans aucun outil et qui va m'obliger à faire tous mes petits appels à la main. Donc ça, c'était mon aventure d'hier. C'est pour ça, c'est pas à la hauteur de l'anecdote de Philippe, mais j'ai encore un petit peu la mort qu'on me fasse miroiter un fichier OpenAPI tout beau avec une intégration facile, alors qu'après, on doit tous taper à la main. Où il y a juste en fait un post et dedans tu dois balancer un XML. Oui, ça c'est merveilleux ça. Tu te dis, bah non en fait. Pourquoi c'est rare. Voilà, donc j'ai envie de dire, si vous avez pas de spec OpenAPI, ne la mettez pas en fait. Ouais. Enfin, voilà, faites juste rien. Bon, bah, vous l'avez remarqué, on commence bien l'été, hein, Ouais. Flex Open, tout le monde est content, la J'espère que tu pourras forme, avoir tout tes ça. matchs, Philippe. Hein. J'espère que ça va aller. Hein. T'as du pas de 24 heures. Hein. Ça va passer. Bon, bah, merci en tout cas à tous les trois. Je vais quand même te Bah, citer Arthur ouais, pour bon, tes merci aux deux tes beaux gourous, là. commandements. les deux anciens. C'est ça. J'étais spectateur. Merci du coup pour vos conseils. On espère que, en tout cas, que ça vous aidera. Et puis, on vous souhaite un bon début d'été et des bonnes vacances à ceux qui partent en juillet. Et on espère qu'il y aura du soleil. On mettra de bonne humeur. À tout bientôt. Merci à Salut. tous. Ciao. Salut.